Nous sommes en 1981 dans le comté de Colchester, une région de villages et de terres agricoles au charme bucolique près de Windsor en Ontario. Ici, tous les voisins se connaissent et nul ne sent le besoin de verrouiller sa porte. Jusqu'à ce que le sentiment de confiance qui unit sa communauté soit profondément ébranlé. Une femme se réfugie chez son voisin au lever du jour. Elle a été victime d'une violente agression. La première d'une longue série de crimes qui terroriseront la région. On n'avait jamais vu ça, on n'y était pas préparé. C'était un mystérieux inconnu, on n'avait même pas de description précise de l'agresseur. C'était une bombe à retardement. On savait qu'il allait frapper de nouveau. Au départ, on avait peu d'espoir de résoudre l'affaire. La terreur régnera plus de 18 ans dans le comté de Colchester, jusqu'à ce qu'une importante percée dans le domaine de la criminalistique trahisse le dangereux prédateur. Le 31 août 1981, une femme de 65 ans appelle la police. Elle nous a dit que 2 hommes s'étaient introduits chez elle et qu'ils avaient volé sa voiture. Je croyais que c'était un simple cambriolage. Mais en arrivant sur les lieux, les policiers constatent que c'est plus grave qu'il n'y paraît. En faisant le tour de la maison, j'ai découvert que les fils téléphoniques avaient été coupés à l'arrière. Ils voulaient l'empêcher d'appeler à l'aide. On savait qu'ils étaient entrés par une fenêtre à l'avant de la maison parce que le climatiseur était par terre, dehors. Il y avait de la boue dans les marches d'escalier à l'intérieur. Les enquêteurs suivent les traces sans se douter de la surprise qui les attend. La porte de la chambre avait été enfoncée. Le cadre de porte était cassé en 2 en raison de la violence du coup. Tout était sans dessus-dessous dans la chambre. Les chaises étaient renversées, il y avait des traces de bagarre. Les enquêteurs interrogent la victime qui s'est réfugiée chez ses voisins. Et ils constatent qu'elle est en état de choc. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait me dire. Une fois en confiance, la victime finit par raconter ce qui est arrivé aux enquêteurs. Elle leur dit qu'elle s'est sauvée dans sa chambre en entendant les intrus, mais que l'un d'eux l'a suivie à l'étage. Il a jeté la femme par terre, il a déchiré sa chemise de nuit et il l'a violée. On n'arrivait pas à croire que quelqu'un ait fait ça à cette femme. C'était bouleversant. Mais l'agresseur est interrompu par l'arrivée de son complice dans la chambre. L'autre gars a vu ce qu'il faisait et il a dit « Allez, viens ». Ils ont volé sa voiture pour s'enfuir. Elle était littéralement paralysée par la peur. Elle est restée éveillée toute la nuit, seule, effrayée à l'idée qu'il pouvait revenir. Les enquêteurs n'ont pas le moindre suspect. Aucune empreinte digitale n'est relevée sur les lieux du crime parce que les intrus portaient des gants, sans compter qu'ils portaient également des cagoules. La victime ne peut donc pas décrire ses agresseurs. À l'extérieur, il n'y a pas d'empreinte de chaussures ou de traces de pneus, hormis celle de la voiture volée. La victime tente de reprendre une vie normale, mais la crainte de se faire attaquer de nouveau ne la quitte pas. Elle était traumatisée. On peut dire que cette agression a gâché le reste de ses jours. Un an plus tard, le 17 novembre 1982, une femme qui habite seule dans une maison de ferme isolée passe une soirée paisible.
Le suspect l'a traîné de force dans sa chambre et l'a violée sur son propre lit. Il la garde en otage pendant des heures avant de voler son sac à main. La victime met 24 heures à trouver le courage de signaler l'agression. C'est embarrassant de raconter devant un tas de gens comment on s'est fait agresser et humilier. Et en plus, il faut répéter son histoire à plusieurs reprises devant différents intervenants. Au cours de l'enquête, les policiers ne trouvent rien qui permet d'identifier l'agresseur. Ils doutent que les deux affaires soient liées. Dans le premier cas, le mobile était clairement le vol de voiture, tandis que dans la seconde agression, le mobile était d'abord et avant tout le viol. Selon la deuxième victime, il n'y avait qu'un seul intrus dans la maison. Par contre, en comparant les deux lieux de crime, les enquêteurs changent leur fusil d'épaule. J'ai noté d'importantes similitudes. Dans les deux cas, l'agresseur est entré par une fenêtre du rez-de-chaussée et il a coupé les fils de téléphone. La description de l'agresseur de la seconde victime concorde avec celle du crime précédent. Il portait des vêtements de couleur foncée, des gants et une cagoule. Les enquêteurs remarquent une autre similitude. Les deux femmes ont environ 70 ans. Les agresseurs sexuels s'en prennent rarement aux femmes âgées. C'est peut-être seulement parce qu'elles étaient des proies faciles, un peu comme le loup qui choisit le plus faible du troupeau. Elles étaient vulnérables parce qu'elles vivaient seules et n'avaient pas de voisins immédiats. Mais les enquêteurs soulèvent une autre hypothèse. Ils choisissaient peut-être des femmes âgées, comme des pédophiles choisissent des enfants, parce que c'est précisément ce qui les excite. C'était étrange et extrêmement troublant. C'était très inquiétant. On pensait tous à nos mères et à nos grands-mères. Les enquêteurs sont aux trousses d'un prédateur sexuel qui n'hésite pas à faire d'autres innocentes victimes. La violence de ces agressions ne cesse de croître. Le violeur laisse une nouvelle victime de 73 ans ligotée à son lit alors qu'il vole ses objets de valeur. Le fait d'emporter des effets personnels de la victime peut nourrir des fantasmes ultérieurs. Ce sont en quelque sorte des souvenirs qui rappellent à l'agresseur une expérience qu'il souhaite revivre et qui l'excite. Elle a entendu le violeur s'enfuir en voiture. Elle est sortie et elle a attendu qu'il soit loin. Après s'être assise un moment sur la véranda, elle a marché jusque chez sa fille et son gendre, avec la corde qu'il a ligotée au lit autour de la cheville. Les enquêteurs sont très inquiets, surtout avec ce qu'il a dit à sa dernière victime. Il lui a dit que la prochaine fois, il la tuerait. Les individus qui retirent une satisfaction sexuelle en causant des blessures, en humiliant et en faisant souffrir leurs victimes, ont besoin de plus en plus de violence pour assouvir leurs pulsions sexuelles. Jusqu'où le redoutable prédateur ira-t-il? Son appétit insatiable pour les sévices sexuels le conduira-t-il enfin à commettre une erreur? Les policiers trouvent une tache de sperme sur la chemise de nuit de la troisième victime. Il s'agit de leur première preuve matérielle dans la chasse aux dangereux prédateurs. Au début des années 80, la seule analyse qu'on pouvait effectuer sur une tache de sperme était une épreuve de groupage sanguin ABO. Voilà qui permet de déterminer le groupe sanguin du violeur. L'échantillon de sperme de la troisième agression confirme que c'est un homme de groupe sanguin O. Dans ce cas-ci, tout ce qu'on pouvait faire, c'était éliminer les suspects de groupe sanguin A, B ou AB. Ce qui laisse tous les hommes de groupe O. Ça représente 40% de la population. C'est impossible d'enquêter sur 40% de la population. Mais le groupe sanguin n'est qu'un élément parmi d'autres pour mener une enquête. Les policiers ont d'autres indices. D'abord, les trois victimes décrivent un homme de même stature. Leur version concorde également sur un autre point.
Les victimes ont mentionné que leur agresseur s'exprimait avec un accent, alors on s'est intéressé de plus près aux immigrants. Le sud de Colchester compte beaucoup d'immigrants de différentes origines ethniques européennes qui y vivent depuis plusieurs générations. On s'est dit que c'était peut-être un ouvrier immigrant d'une autre région, parce que les producteurs fermiers embauchent énormément de travailleurs saisonniers pour la récolte. La troisième victime révèle un indice important aux enquêteurs. Son agresseur s'est enfui à bord d'un véhicule au silencieux défectueux et très bruyant. Quand les policiers croisent un véhicule qui répond à cette description, ils s'empressent d'interroger le conducteur. Il remarque immédiatement son accent. Et ce n'est pas tout. Les policiers ont trouvé de la ficelle agricole dans sa voiture. La troisième victime avait été ligotée avec ce type de corde. Ils ont aussi trouvé un couteau avec la lame tachée d'une substance noire. Le suspect s'appelle Manuel Fortuna. Lors de son interrogatoire, les policiers apprennent qu'il habite à 2 pas de chez la troisième victime. Et encore plus louche, il ne peut pas dire où il se trouvait le soir de l'agression. Where were you that night? At a bar. What would the bar be called? Tous ces éléments ont éveillé de graves soupçons au sujet de M. Fortuna. Les autorités décident de porter des accusations contre lui. Comble de malchance pour le prévenu, sa femme fournit une autre preuve incriminante aux policiers quand elle avance de son arrestation. Sa femme nous a révélé que des caleçons de son mari étaient maculés de sang. Le suspect est de groupe sanguin O, tout comme l'agresseur. Mais les preuves ne sont pas suffisantes pour obtenir une condamnation. Les enquêteurs s'en servent pour l'inciter à passer aux aveux. Let me ask you this. Why is your wife coming down here? Mais le suspect ne craque pas. On a dû abandonner les accusations contre M. Fortuna. L'enquête ne menait nulle part. On n'avait pas d'autres pistes, pas de preuves, et rien ne nous laissait croire qu'on obtiendrait de nouveaux indices. Les enquêteurs tentent par tous les moyens de prévenir un autre viol en sensibilisant la population et en exerçant une surveillance accrue. Mais leurs efforts sont vains. Le prédateur frappe de nouveau. Le violeur poursuit sur sa lancée dans une escalade de violence qui fait 3 autres victimes. La plus âgée a 83 ans. La 6e victime a été violemment battue. Elle avait des ecchymoses dans le visage et sur les bras. Il allait finir par tuer une de ses victimes, soit volontairement, soit en provoquant une crise cardiaque. Les enquêteurs du comté ont besoin de renforts. Ils demandent la collaboration de la police provinciale de l'Ontario. Ensemble, ils mettent sur pied une équipe qui revoit l'ensemble de la preuve et qui pose toutes les questions possibles et imaginables. Qui livre le gaz naturel? Qui livre le journal? Qui tond le gazon? Avez-vous fait refaire le toit? Il ne fallait absolument rien négliger. Les enquêteurs cherchent également de nouvelles méthodes d'analyse criminelle. J'étais à l'affût de tout ce qui pouvait nous aider à faire la lumière sur l'identité du criminel. À l'époque, le FBI faisait déjà du profilage. Le FBI accepte d'aider les enquêteurs canadiens à tracer le profil du violeur de Colchester. On étudie le comportement du criminel dans ses interactions avec les victimes. On évalue son degré de violence et ses préférences sexuelles. On cherche des indices qui laissent supposer qu'il est conscient de l'importance des preuves médico-légales.
On arrive parfois à associer le comportement observé sur le lieu d'un crime à une personnalité criminelle connue. On avait affaire à un individu qui n'avait pas beaucoup de pouvoir et d'autorité dans la vie quotidienne. Ces agressions contre des femmes âgées le faisaient sentir plus puissant. Today, police did release an unknown offender profile, the same ones commonly used by the FBI. It was produced by special investigators with the OPP. The suspect is a white male in his 30s who is probably familiar with the victim. He would be a loner, not physically powerful, with a history of domestic strife. Le suspect numéro 1 des enquêteurs, Manuel Fortuna, répond partiellement à ce profil, qui génère également une liste de 200 nouveaux suspects. Or, cette liste est longue et imprécise, ce qui ne fait qu'ajouter au travail des enquêteurs déjà fort occupés. La frayeur et la grogne envahissent la population. Après les 2 premiers crimes, la peur était palpable. Les questions sur ces terribles agressions demeuraient sans réponse. Tous ceux qui avaient des mères ou grands-mères dans le comté, et ils étaient nombreux, ne voulaient pas qu'elles soient terrorisées. La vie des gens était bouleversée. Beaucoup de maisons ont été mises en vente. Les femmes vendaient leurs fermes et déménageaient en ville ou avec leurs familles. Elles étaient terrifiées à l'idée de rester seules chez elles. On fait beaucoup de battage autour du travail des enquêteurs, et le sujet est sur toutes les lèvres. Quand le violeur frappe de nouveau, le message est clair. Ça ne faisait pas de doute, il nous provoquait. La plupart de ces criminels sont plus intelligents que la moyenne. Ils retirent une grande satisfaction à déjouer les autorités. Mais cette fois, le violeur commet une grave erreur. Il vole un indice distinctif qui risque de le trahir et de faire la lumière sur toute l'affaire. Frustrés par un dangereux prédateur qui cambriole et qui viole des femmes âgées, les policiers de Colchester n'ont toujours aucune piste sérieuse. Mais quand il vole le sac à main de sa dernière victime, elle se souvient y avoir laissé quelque chose de facilement reconnaissable à l'intérieur. C'était le premier indice que l'on pouvait identifier. Un billet de 20 $. On avait écrit une note sur le billet. Quelqu'un a griffonné un commentaire au sujet d'un politicien sur le billet de banque. C'était écrit « Pierre Trudeau a démissionné aujourd'hui ». Les policiers dévoilent l'information aux médias dans l'espoir de faire avancer l'enquête. La chance leur sourit au bout de quelques jours. On a reçu un appel d'un fournisseur de linge de maison, un gars qui livrait des essuie-mains dans les bars. Ils nous ont dit qu'ils avaient reçu le fameux billet en guise de paiement à la Silver's Tavern. C'était un bar de danseuses nues de Windsor. Le barman se souvient qu'un gars a payé son verre avec ce billet. Il s'agit d'un employé à temps partiel de l'établissement. Il s'appelle David Chevalier. Il allait chercher le café des danseuses. Il faisait le ménage, ce genre de choses. On l'emmène au poste de police pour un interrogatoire. Quand on lui parle du billet de 20 $, Chevalier ne résiste pas longtemps. What else happened that night with that old lady? I raped her. On lui a bien sûr demandé s'il avait commis d'autres viols. Les policiers ont la partie facile. En quelques heures à peine, le suspect avoue avoir commis 2 des 7 crimes. Mais la rapidité des aveux du jeune homme leur semble suspecte. Ils savent comment en avoir le cœur net. Dans ce genre d'affaires, on garde habituellement une preuve en réserve. Quelque chose que seul le coupable, la victime et la police peuvent savoir. Mais il n'était au courant de rien. Les enquêteurs demandent à Chevalier de leur montrer les résidences de ses présumées victimes. Il nous a montré 2 maisons où aucun viol n'avait eu lieu. Selon moi, il voulait attirer l'attention. Mais à la grande surprise des enquêteurs, le suspect semble connaître les détails du crime impliquant le billet de 20 $. On a fini par l'accuser de ce crime.
David Chevalier est condamné pour ce viol. Mais les enquêteurs doutent qu'il ait commis les 6 autres agressions. Si mon souvenir est bon, il avait 21 ans au moment de sa condamnation. C'était encore un adolescent quand la série de viols a commencé. Au début des années 90, personne n'avait l'impression que l'affaire était réglée, malgré son accusation. Il n'y a pas eu de soulagement chez les enquêteurs. Du moins, certainement pas en ce qui me concerne. On n'avait pas l'impression qu'il avait commis les 6 autres viols. Tandis que Chevalier est derrière les barreaux, 2 autres agressions se produisent dans la région. Les policiers de Colchester ont la preuve que leur violeur en série est toujours en liberté. Un troublant scénario commence à se dessiner. On cherchait un lien entre toutes ces femmes. Certaines victimes comptaient un policier dans leur famille. La 3e victime avait 2 petits-fils dans la GRC et son fils était policier à Colchester. Le fils de la 2e victime était agent d'identification dans la GRC. La tante d'un des enquêteurs était l'une des victimes. La question s'est posée, est-ce que cet individu en voulait aux policiers? Le criminel en cavale est-il en train d'exercer une vengeance quelconque contre les forces de l'ordre? Qui est ce monstre qui terrorise la population depuis plus de 11 ans? Seule une percée majeure dans le domaine de la criminalistique saura faire la lumière sur cette sombre et tragique affaire. De 1981 à 1992, 9 femmes ont été sauvagement violées et cambriolées à la campagne, près de Windsor, en Ontario. L'une des victimes était âgée de 83 ans. Les enquêteurs ont toujours été frustrés par le manque de preuves matérielles. Mais une véritable révolution est en cours dans le domaine de la criminalistique. Les techniques de l'analyse de l'ADN sont apparues à ce moment-là au Canada. Étonnamment, la nouvelle technologie repose sur une infime partie de l'ADN humain. Seulement une petite fraction de l'ADN diffère d'un individu à un autre, mais c'est cette infime différence qui explique notre grande diversité. Une petite partie de notre bagage génétique est complètement différente de celui des autres. C'est ce qu'on appelle les régions hypervariables de l'ADN. L'analyse de l'ADN compare les régions hypervariables de 2 échantillons d'ADN, l'un recueilli sur le lieu d'un crime et l'autre prélevé sur le suspect. Si ces régions hypervariables sont identiques, les chances qu'il s'agisse de 2 individus différents sont très minces. Si l'on compare une seule région de l'ADN, les chances que 2 individus aient le même profil sont de 1 sur 10. Ce n'est pas discriminant. Mais quand on compare 3 ou 4 régions, le potentiel de discrimination augmente à une chance sur des milliers ou des centaines de milliers. On juge qu'en comparant 9 régions hypervariables de l'ADN, la discrimination est concluante. Mais la bonne nouvelle est rapidement éclipsée. Alors que le violeur déclenche une onde de choc dans le comté de Colchester. La pire crainte des policiers se matérialise quand une femme âgée est retrouvée morte dans son lit, les mains ligotées. Le modus operandi est celui du violeur en série. The body of Mary Louise Amlin was discovered in her house in Malden Township. Police say she was bound and gagged before she was murdered. Police know how she died, but won't release that information. There is no forensic evidence that Amlin was sexually assaulted. However, the position of the body and the fact Amlin was tied up led police to that theory. Inspector Jim Hutchison of the OPP. The person broke in, but not with the intent, the sole intent of stealing. That a sexual assault was the intent of the break-in entry. Lord Amlin discovered his mother's body. I'm thoroughly convinced that it's someone locally, and I'm thoroughly convinced that they will find the person. Une nouvelle équipe d'enquêteurs est réunie pour résoudre le meurtre. Une première question se pose. Cet homicide est-il relié aux autres agressions sexuelles? Il y avait plusieurs points communs. Plusieurs. Il est entré par la fenêtre. Il a coupé les fils de téléphone.
Elle vivait à Malden Township. C'était dans le rayon d'action du violeur de Colchester. Les enquêteurs sont bien conscients du pouvoir de l'analyse de l'ADN. Ils passent le lieu du crime au peigne fin pour recueillir un échantillon du profil génétique du meurtrier. Mais une autre question les préoccupe. Si on attrape le violeur, est-ce qu'on attrape le meurtrier? Dans les affaires de viol non résolues, la percée scientifique pourrait s'avérer utile pour les enquêteurs, qui ressortent les échantillons de sperme prélevés des années auparavant. C'était des échantillons de sperme prélevés sur les corps des victimes ou sur leurs chemises de nuit. On a identifié les profils génétiques à partir de ces échantillons. On a ensuite comparé les profils génétiques entre eux afin de vérifier s'il s'agissait d'un seul et même individu. 15 ans se sont écoulés avant que les enquêteurs obtiennent une réponse à cette question. On a enfin pu conclure que les agressions sexuelles avaient toutes été commises par le même individu. Dans tous les cas, c'était le même violeur. À la lumière de cette nouvelle information, les enquêteurs contactent leur premier suspect, Manuel Fortuna. Il a enfin la chance de se disculper. Ça le tourmentait depuis 18 ans. C'était de graves allégations. Il saute sur l'occasion de fournir un échantillon de son ADN. Après avoir eu le résultat de son échantillon de salive, je me suis rendu chez Manuel Fortuna en personne. On s'est dit qu'il méritait mieux qu'un simple coup de fil. On lui a annoncé, ainsi qu'à sa famille, qu'il n'était pas coupable de ces viols. Après avoir vécu pendant des années avec cette épée de Damoclès, Manuel Fortuna est finalement blanchi de toutes accusations. Les enquêteurs font le même exercice avec David Chevalier, l'homme condamné pour l'histoire du viol impliquant le billet de $20. Il accepte de fournir un échantillon de son ADN pour le comparer à ceux recueillis sur 3 lieux de crime. Ça ne concordait pas. L'ADN prouve que Chevalier n'a pas commis les 3 viols pour lesquels on dispose d'échantillons de sperme. Comme il n'y avait pas de sperme dans l'affaire de viol pour laquelle il a été condamné, il a purgé sa peine. Les enquêteurs ont en main un élément de preuve qui pourrait identifier formellement le violeur. Mais ils n'ont pas le moindre suspect. Ils se tournent vers une nouvelle avenue dans le domaine de la criminalistique. On s'est dit que c'était en plein le genre d'enquête qui pouvait bénéficier du profilage géographique. Le profilage géographique repose sur la prémisse qu'un malfaiteur commet son crime dans un secteur où il se sent à l'aise. Les violeurs, comme plusieurs autres types de criminels, se sentent à l'aise dans des lieux qu'ils connaissent. C'est la même chose pour tout le monde. On a nos petites habitudes et on aime avoir le sentiment de contrôler notre environnement. Un violeur aura tendance à choisir une victime accessible dans un endroit duquel il pourra s'enfuir facilement. On peut arriver à savoir jusqu'où il est prêt à se déplacer et dans quelle direction selon le genre de crime qu'il commet. Le profileur identifie ensuite une région centrale qui est à proximité des différents lieux de crime. Selon mes observations, il était fort probable qu'il vive au sud de Windsor. Les enquêteurs peuvent maintenant concentrer leurs efforts dans un rayon de quelques kilomètres. Ils consultent leur liste de suspects pour vérifier lesquels vivent dans ce secteur. De 200 suspects, on a réduit la liste à environ 29 ou 30. L'objectif consiste maintenant à recueillir un échantillon de l'ADN de chacun des suspects. Étonnamment, la plupart d'entre eux acceptent de collaborer. Pourquoi certains acceptent-ils tandis que d'autres refusent? Ceux qui collaborent n'ont rien à cacher, tout simplement. Mais il y a une autre raison. Même les suspects ayant un casier judiciaire sont révoltés par la nature de ces crimes. Plusieurs d'entre eux étaient furieux qu'on puisse les croire capables d'une chose pareille. Mais tous ne sont pas aussi coopératifs.
Plusieurs suspects nous ont poliment répondu qu'ils ne voulaient pas être mêlés à cette affaire d'aucune façon. Il fallait trouver un autre moyen d'obtenir leur ADN. C'est-à-dire qu'il fallait obtenir un échantillon à leur insu, que ce soit par terre ou dans les poubelles. On a passé des mois à suivre des suspects et à surveiller leurs maisons. Le profilage géographique et l'analyse de l'ADN permettent de resserrer peu à peu l'étau autour d'un suspect. Dans une course contre la montre, les enquêteurs mobilisent leurs ressources. Tout est mis en œuvre pour démasquer le meurtrier. C'était une bombe à retardement. On savait qu'il allait frapper de nouveau. Les enquêteurs hésitent encore entre l'espoir et l'appréhension quand un interrogatoire de routine conduit à une stupéfiante découverte. Un dangereux violeur terrorise le comté de Colchester depuis plus de 17 ans. Sa dernière agression s'est terminée par un meurtre. Grâce au profilage géographique, les enquêteurs ont dressé une liste de suspects, mais ils ont maintenant besoin de leur ADN. Un certain Stanley Bayliss figurait sur la liste. Il était connu des policiers. On s'est rendu chez lui et on lui a demandé s'il voulait bien monter dans notre camionnette pour discuter. Aussitôt assis, il nous a dit « Je sais pourquoi vous êtes ici. C'est pour cette histoire de voiture. » Les enquêteurs écoutent attentivement Bayliss. Contre toute attente, il leur parle de son implication dans le tout premier crime qui remonte à 17 ans. Les enquêteurs cachent leur surprise et jouent le jeu. J'ai dit, c'est exactement pour ça qu'on est ici. On fait enquête là-dessus. Évidemment, on faisait semblant de le croire, parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ce qu'il parle de ça. C'est fantastique quand un suspect nous fournit de lui-même des informations qui nous sont utiles. Bayliss leur raconte qu'il a volé la voiture de la dame en compagnie d'un copain qui a violé la victime. Bayliss révèle le nom de son complice. Dale Greer. La première victime avait été violée dans sa chambre. Bayliss est monté à l'étage pour prévenir Greer qu'il avait trouvé les clés de la voiture. Il lui a crié de s'en venir. Il était choqué de voir ce que Greer faisait subir à cette pauvre femme âgée. Il trouvait ça horrible. Les profileurs du FBI nous avaient dit que selon eux, lors du tout premier viol, qui ne devait qu'être qu'un vol de voiture, les deux intrus étaient amis. Et qu'après le viol, leurs chemins s'étaient probablement séparés. Stanley Bayliss n'est pas le violeur en série, mais il fournit un suspect aux enquêteurs. Après 17 ans d'efforts, ils ont enfin un nom. Monsieur Bayliss nous a dit qu'il était sur le lieu du premier viol avec Dale Greer. On s'est demandé s'il avait commis les autres crimes. Dale Greer figure également sur la liste des suspects générés par le profilage géographique. Les enquêteurs ne lui ont pas encore demandé de fournir un échantillon de son ADN. En fouillant son passé, on a rapidement constaté qu'il n'aimait pas les policiers et qu'on aurait sûrement du mal à l'approcher, même pour discuter. Dale Greer ne correspond pas vraiment au profil du criminel recherché. Il est de race noire et ce n'est pas un solitaire mais un homme marié. Dale Greer venait d'une grande famille établie depuis longtemps dans la région. Une famille respectée. On les connaissait, mais lui-même n'était pas vraiment connu. C'était un gars comme les autres. Il ne s'exprime pas avec un accent, comme l'ont dit les victimes. Mais ça ne suffit pas pour l'innocenter. Il pouvait avoir pris un accent simplement pour brouiller les pistes. C'était peut-être une tactique pour tromper les policiers.
Les enquêteurs ont besoin d'un échantillon de son ADN, mais ils n'osent pas le lui demander directement, de peur de lui mettre la puce à l'oreille. On a essayé de le suivre, de fouiller dans ses poubelles, de ramasser un mégot de cigarette, n'importe quoi qui pouvait nous donner son profil génétique. Mais il leur complique la tâche. On n'a pas réussi à obtenir quoi que ce soit. La suite des événements secoue les enquêteurs. Malgré une large couverture médiatique et une surveillance policière accrue, le violeur frappe de nouveau. Cette fois, sa victime est âgée de 77 ans. Le modus operandi du crime concorde avec celui du violeur en série. Chose incroyable, la maison de la victime est à quelques portes de chez Dale Greyer. J'étais abasourdi par tant de culot. Il avait une confiance en lui à toute épreuve. Et il gagnait de l'assurance à chaque viol qu'il commettait. Il était de plus en plus convaincu qu'on ne l'attraperait jamais. Il devient si arrogant qu'il laisse même un nouvel indice sur les lieux de son dernier crime. Sa cagoule. Les enquêteurs sont convaincus que ce criminel présomptueux est Dale Greyer. Mais ils n'ont pas de preuves. Ils échafaudent un plan pour le piéger. J'ai réussi à avoir assez d'hommes pour le faire surveiller 24 heures sur 24. Suivre Greyer n'est pas une mince tâche. Il a une maison à Windsor où il vit avec sa femme et ses enfants, et il a une autre maison à Colchester où il habite seul. Ça demandait 2 équipes de surveillance distinctes. Et il fallait que nos hommes se cachent soigneusement. Ils passaient littéralement la nuit tapis dans l'herbe jusqu'à ce que le jour se lève. La consigne était claire. Si Dale Greyer mettait le pied dehors pendant la nuit, les agents devaient l'arrêter. Mais leur opération de surveillance comporte une faille. Le jour, le suspect se rend à son travail d'ouvrier en bâtiment. Comment le surveiller sans se faire repérer? Les policiers ont une idée pour suivre la voiture de Greyer. D'abord, ils trouvent une voiture pratiquement identique à celle du suspect chez un vendeur de voitures d'occasion. Après avoir obtenu un mandat de localisation, ils enlèvent la voiture de Greyer de son entrée. Elle est temporairement remplacée par la voiture d'occasion qui lui est pratiquement identique. On a réussi à mettre la main sur une voiture semblable à la sienne et à la garer dans son entrée. S'il regardait par la fenêtre, il verrait sa voiture sans se douter de rien. Un technicien de la police installe un dispositif de repérage sous la voiture de Dale Greyer. L'opération a duré moins d'1 heure. Aussitôt fait, ils échangent de nouveau les 2 voitures. Les policiers suivent Dale Greyer pas à pas, mais ils n'ont toujours pas d'échantillon de son ADN. Le suspect est d'une extrême vigilance. Après 17 ans d'enquête, la police saura-t-elle enfin se montrer plus rusée que le violeur de Colchester? Pendant plus de 17 ans, un dangereux violeur devenu meurtrier échappe aux policiers. Il a sauvagement agressé 10 femmes âgées. Les enquêteurs ont besoin d'un échantillon d'ADN pour inculper leur principal suspect. Le 14 octobre 1998, Dale Greyer termine son déjeuner quand il se fait apostropher. Greyer, get this thing out of here! Il a craché et il a jeté un gobelet et une serviette en papier par terre. On a pris des photos de Greyer en train de jeter tout ça. L'un de nos agents avec qui on était en communication constante a reçu l'ordre d'aller ramasser le gobelet et la serviette, et si possible de prélever le crachat. Il s'agit d'un chantier de construction achalandé, et les échantillons peuvent être détruits à tout moment.
J'ai prévenu Cecilia Hageman au laboratoire judiciaire. Et elle était prête à nous accueillir le lendemain matin. La salive contient des cellules buccales qui se trouvent à l'intérieur des joues. Ces cellules contiennent notre ADN. Il s'agit bien sûr du même ADN présent dans le sperme, le sang ou n'importe quelle partie du corps. Les échantillons de Dale Greyer sont comparés à ceux des 4 viols où l'on a réussi à prélever du sperme. Le profil génétique de cet homme concordait parfaitement avec les échantillons. Soit c'était bel et bien lui, soit ce n'était qu'une coïncidence. Mais il y avait seulement une chance sur 1,7 billion que la concordance des profils ne soit qu'une coïncidence. Les policiers obtiennent un mandat pour fouiller le domicile de Dale Greyer. Dans le sous-sol, ils trouvent des coupures de journaux relatant les viols de Colchester, de même qu'une collection de souvenirs des crimes et du matériel de pornographie sadomasochiste. Dale Greyer est arrêté et accusé des 4 viols pour lesquels on dispose de preuves génétiques. Mais il clame son innocence. Il niait vigoureusement sa culpabilité. Et à plusieurs reprises, il a répété qu'il y avait erreur sur la personne. Mais ces dénégations ne convainquent personne. Comment réfuter une preuve scientifique comme celle-là? C'était le liquide corporel d'un seul individu sur la Terre et il se trouvait sur les lieux des crimes. Comment pouvait-il expliquer que son ADN se retrouve sur les vêtements ou sur le corps de ces femmes qui avaient été agressées? Ni Greyer ni son avocat ne peuvent éclaircir le mystère. Il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. En 2003, il est déclaré délinquant dangereux. Il ne recouvrira jamais sa liberté. Aucune accusation n'est portée contre Stanley Bayliss, qui a accepté de témoigner contre Dale Greyer. Les 6 autres viols et le meurtre ne sont toujours pas résolus. Et plusieurs interrogations demeurent. La question fondamentale est également la plus simple. Pourquoi? Je crois que c'est ce qui hantait les victimes à l'époque. Je me souviens qu'au tribunal, l'une d'elles ne cessait de demander pourquoi. Je ne suis pas certaine qu'on ait répondu à cette question. C'est difficile de comprendre ce qui a poussé Greyer à commettre ces agressions. On l'ignore. Il n'a jamais voulu coopérer avec les psychiatres. On n'a jamais réussi à comprendre. J'imagine qu'il prenait plaisir à dominer ses victimes en entrant chez elles par effraction et en les agressant sexuellement. Il pouvait aussi les voler, tout ça sans jamais se faire prendre. La terreur que Greyer a semée dans le comté de Colchester a marqué au fer rouge la petite communauté étroitement liée. Le pire dans toute cette histoire, c'est que plusieurs de ces victimes sont mortes de causes naturelles depuis. Et ce, sans jamais avoir su qu'on l'avait attrapé. Mais il y a des exceptions. Ces femmes ont au moins eu la satisfaction de voir Dale Greyer menottes au poignet. Mais il clame son innocence. Il niait vigoureusement sa culpabilité. Et à plusieurs reprises, il a répété qu'il y avait erreur sur la personne. Mais ces dénégations ne convainquent personne. Comment réfuter une preuve scientifique comme celle-là? C'était le liquide corporel d'un seul individu sur la Terre
Et il se trouvait sur les lieux des crimes. Comment pouvait-il expliquer que son ADN se retrouve sur les vêtements ou sur le corps de ces femmes qui avaient été agressées? Ni Greyer ni son avocat ne peuvent éclaircir le mystère. Il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. En 2003, il est déclaré délinquant dangereux. Il ne recouvrira jamais sa liberté. Aucune accusation n'est portée contre Stanley Bayliss, qui a accepté de témoigner contre Dale Greyer. Les 6 autres viols et le meurtre ne sont toujours pas résolus, et plusieurs interrogations demeurent. La question fondamentale est également la plus simple. Pourquoi? Je crois que c'est ce qui hantait les victimes à l'époque. Je me souviens qu'au tribunal, l'une d'elles ne cessait de demander pourquoi. Je ne suis pas certaine qu'on ait répondu à cette question. C'est difficile de comprendre ce qui a poussé Greyer à commettre ces agressions. On l'ignore. Il n'a jamais voulu coopérer avec les psychiatres. On n'a jamais réussi à comprendre. J'imagine qu'il prenait plaisir à dominer ses victimes en entrant chez elles par effraction et en les agressant sexuellement. Il pouvait aussi les voler, tout ça sans jamais se faire prendre. La terreur que Greyer a semée dans le comté de Colchester a marqué au fer rouge la petite communauté étroitement liée. Le pire dans toute cette histoire, c'est que plusieurs de ces victimes sont mortes de causes naturelles depuis. Et ce, sans jamais avoir su qu'on l'avait attrapé. Mais il y a des exceptions. Ces femmes ont au moins eu la satisfaction de voir Dale Greyer menottes au poignet. Assise au moment sur la véranda, elle a marché jusque chez sa fille et son gendre, avec la corde qu'il a ligotée au lit, autour de la cheville. Les enquêteurs sont très inquiets, surtout avec ce qu'il a dit à sa dernière victime. Il lui a dit que la prochaine fois, il la tuerait. Les individus qui retirent une satisfaction sexuelle en causant des blessures, en humiliant et en faisant souffrir leurs victimes, ont besoin de plus en plus de violence pour assouvir leurs pulsions sexuelles. Jusqu'où le redoutable prédateur ira-t-il? Son appétit insatiable pour les sévices sexuels le conduira-t-il enfin à commettre une erreur? Les policiers trouvent une tache de sperme sur la chemise de nuit de la troisième victime. Il s'agit de leur première preuve matérielle dans la chasse aux dangereux prédateurs. Au début des années 80, la seule analyse qu'on pouvait effectuer sur une tache de sperme était une épreuve de groupage sanguin ABO. Voilà qui permet de déterminer le groupe sanguin du violeur. L'échantillon de sperme de la troisième agression confirme que c'est un homme de groupe sanguin O. Dans ce cas-ci, tout ce qu'on pouvait faire, c'était éliminer les suspects de groupe sanguin A, B ou AB. Ce qui laisse tous les hommes de groupe O. Ça représente 40% de la population. C'est impossible d'enquêter sur 40% de la population. Mais le groupe sanguin n'est qu'un élément parmi d'autres pour mener une enquête. Les policiers ont d'autres indices. D'abord, les 3 victimes décrivent un homme de même stature. Leur version concorde également sur un autre point. Les victimes ont mentionné que leur agresseur s'exprimait avec un accent, alors on s'est intéressé de plus près aux immigrants. Le sud de Colchester compte beaucoup d'immigrants de différentes origines ethniques européennes qui y vivent depuis plusieurs générations. On s'est dit que c'était peut-être un ouvrier immigrant d'une autre région, parce que les producteurs fermiers embauchent énormément de travailleurs saisonniers pour la récolte.
La troisième victime révèle un indice important aux enquêteurs. Son agresseur s'est enfui à bord d'un véhicule au silencieux défectueux et très bruyant. Quand les policiers croisent un véhicule qui répond à cette description, ils s'empressent d'interroger le conducteur. Il remarque immédiatement son accent. Et ce n'est pas tout. Les policiers ont trouvé de la ficelle. Il choisit le plus faible du troupeau. Elles étaient vulnérables parce qu'ils vivaient seuls, ils n'avaient pas de voisins immédiats. Mais les enquêteurs soulèvent une autre hypothèse. Ils choisissaient peut-être des femmes âgées, comme des pédophiles choisissent des enfants, parce que c'est précisément ce qui les excite. C'était étrange et extrêmement troublant. C'était très inquiétant. On pensait tous à nos mères et à nos grands-mères. Les enquêteurs sont aux trousses d'un prédateur sexuel qui n'hésite pas à faire d'autres innocentes victimes. La violence de ces agressions ne cesse de croître. Le violeur laisse une nouvelle victime de 73 ans ligotée à son lit alors qu'il vole ses objets de valeur. Le fait d'emporter des effets personnels de la victime peut nourrir des fantasmes ultérieurs. Ce sont en quelque sorte des souvenirs qui rappellent à l'agresseur une expérience qu'il souhaite revivre et qui l'excite. Elle a entendu le violeur s'enfuir en voiture. Elle est sortie et elle a attendu qu'il soit loin. Après s'être assise un moment sur la véranda, elle a marché jusque chez sa fille et son gendre, avec la corde qu'il a ligotée au lit autour de la cheville. Les enquêteurs sont très inquiets, surtout avec ce qu'il a dit à sa dernière victime. Il lui a dit que la prochaine fois, il la tuerait. Les individus qui retirent une satisfaction sexuelle en causant des blessures, en humiliant et en faisant souffrir leurs victimes, ont besoin de plus en plus de violence pour assouvir leurs pulsions sexuelles. Jusqu'où le redoutable prédateur ira-t-il? Son appétit insatiable pour les sévices sexuels le conduira-t-il enfin à commettre une erreur? Les policiers trouvent une tache de sperme sur la chemise de nuit de la troisième victime. Il s'agit de leur première preuve matérielle dans la chasse aux dangereux prédateurs. Au début des années 80, la seule analyse qu'on pouvait effectuer sur une tache de sperme était une épreuve de groupage sanguin ABO. Voilà qui permet de déterminer le groupe sanguin du violeur. L'échantillon de sperme de la troisième agression confirme que c'est un homme de groupe sanguin O. Dans ce cas-ci, tout ce qu'on pouvait faire, c'était éliminer les suspects de groupe sanguin A, B ou AB. Ce qui laisse tous les hommes de groupe O. Ça représente 40% de la population. C'est impossible d'enquêter sur 40%. Le 31 août 1981, une femme de 65 ans appelle la police. Elle nous a dit que 2 hommes s'étaient introduits chez elle et qu'ils avaient volé sa voiture. Je croyais que c'était un simple cambriolage. Mais en arrivant sur les lieux, les policiers constatent que c'est plus grave qu'il n'y paraît. En faisant le tour de la maison, j'ai découvert que les fils téléphoniques avaient été coupés à l'arrière. Ils voulaient l'empêcher d'appeler à l'aide. On savait qu'ils étaient entrés par une fenêtre à l'avant de la maison parce que le climatiseur était par terre, dehors. Il y avait de la boue dans les marches d'escalier à l'intérieur. Les enquêteurs suivent les traces sans se douter de la surprise qui les attend. La porte de la chambre avait été enfoncée.
Le cadre de porte était cassé en deux en raison de la violence du coup. Tout était sans dessus-dessous dans la chambre. Les chaises étaient renversées, il y avait des traces de bagarre. Les enquêteurs interrogent la victime qui s'est réfugiée chez ses voisins. Et ils constatent qu'elle est en état de choc. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait me dire. Une fois en confiance, la victime finit par raconter ce qui est arrivé aux enquêteurs. Elle leur dit qu'elle s'est sauvée dans sa chambre en entendant les intrus, mais que l'un d'eux l'a suivie à l'étage. Il a jeté la femme par terre, il a déchiré sa chemise de nuit et il l'a violée. On n'arrivait pas à croire que quelqu'un ait fait ça à cette femme. C'était bouleversant. Mais l'agresseur est interrompu par l'arrivée de son complice dans la chambre. L'autre gars a vu ce qu'il faisait et il a dit « Allez, viens ». Ils ont volé sa voiture pour s'enfuir. Elle était littéralement paralysée par la peur. Elle est restée éveillée toute la nuit, seule, effrayée à l'idée qu'il pouvait revenir. Les enquêteurs n'ont pas le moindre suspect. Aucune empreinte digitale n'est relevée sur les lieux du crime parce que les intrus portaient des gants, sans compter qu'ils portaient également des cagoules. La victime ne peut donc pas décrire ses agresseurs. Comment pouvait-il expliquer que son ADN se retrouve sur les vêtements ou sur le corps de ces femmes qui avaient été agressées? Ni Greyer ni son avocat ne peuvent éclaircir le mystère. Il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. En 2003, il est déclaré délinquant dangereux. Il ne recouvrira jamais sa liberté. Aucune accusation n'est portée contre Stanley Bayliss, qui a accepté de témoigner contre Dale Greyer. Les 6 autres viols et le meurtre ne sont toujours pas résolus, et plusieurs interrogations demeurent. La question fondamentale est également la plus simple. Pourquoi? Je crois que c'est ce qui hantait les victimes à l'époque. Je me souviens qu'au tribunal, l'une d'elles ne cessait de demander pourquoi. Je ne suis pas certaine qu'on ait répondu à cette question. C'est difficile de comprendre ce qui a poussé Greyer à commettre ces agressions. On l'ignore. Il n'a jamais voulu coopérer avec les psychiatres. On n'a jamais réussi à comprendre. J'imagine qu'il prenait plaisir à dominer ses victimes en entrant chez elles par effraction et en les agressant sexuellement. Il pouvait aussi les voler, tout ça sans jamais se faire prendre. La terreur que Greyer a semée dans le comté de Colchester a marqué au fer rouge la petite communauté étroitement liée. Le pire dans toute cette histoire, c'est que plusieurs de ces victimes sont mortes de causes naturelles depuis. Et ce, sans jamais avoir su qu'on l'avait attrapé. Mais il y a des exceptions. Ces femmes ont au moins eu la satisfaction de voir Dale Greyer menottes au poignet. Étonnamment, la nouvelle technologie repose sur une infime partie de l'ADN humain.
Seulement une petite fraction de l'ADN diffère d'un individu à un autre, mais c'est cette infime différence qui explique notre grande diversité. Une petite partie de notre bagage génétique est complètement différente de celui des autres. C'est ce qu'on appelle les régions hypervariables de l'ADN. L'analyse de l'ADN compare les régions hypervariables de deux échantillons d'ADN, l'un recueilli sur le lieu d'un crime et l'autre prélevé sur le suspect. Si ces régions hypervariables sont identiques, les chances qu'il s'agisse de deux individus différents sont très minces. Si l'on compare une seule région de l'ADN, les chances que deux individus aient le même profil sont de 1 sur 10. Ce n'est pas discriminant. Mais quand on compare 3 ou 4 régions, le potentiel de discrimination augmente à une chance sur des milliers ou des centaines de milliers. On juge qu'en comparant 9 régions hypervariables de l'ADN, la discrimination est concluante. Mais la bonne nouvelle est rapidement éclipsée. Alors que le violeur déclenche une onde de choc dans le comté de Colchester. La pire crainte des policiers se matérialise quand une femme âgée est retrouvée morte dans son lit, les mains ligotées. Le modus operandi est celui du violeur en série. The body of Mary Louise Amlin was discovered in her house in Malden Township. Police say she was bound and gagged before she was murdered. Police know how she died, but won't release that information. There is no forensic evidence that Amlin was sexually assaulted. However, the position of the body and the fact Amlin was tied up led police to that theory. Inspector Jim Hutchison of the OPP. The person broke in, but not with the intent, the sole intent of stealing. That a sexual assault was the intent of the break-in entry. Lord Amlin discovered his mother's body. I'm thoroughly convinced that it's someone locally, and I'm thoroughly convinced that they will find the person. Une nouvelle équipe d'enquêteurs est réunie pour résoudre le meurtre. Une première question se pose. Cet homicide est-il relié aux autres agressions sexuelles? Il y avait plusieurs points communs. Plusieurs. Il est entré par la fenêtre. Il a coupé les fils de téléphone. Elle vivait à Malden Township. C'était dans le rayon d'action du violeur de Colchester. Les enquêteurs sont bien conscients du pouvoir de l'analyse de l'ADN. Ils passent le lieu du crime au peigne fin pour recueillir un échantillon du profil génétique du meurtrier. Mais une autre question les préoccupe. Si on attrape le violeur, est-ce qu'on attrape le meurtrier? Dans les affaires de viol comparant les deux lieux de crime, les enquêteurs changent leur fusil d'épaule. J'ai noté d'importantes similitudes. Dans les deux cas, l'agresseur est entré par une fenêtre du rez-de-chaussée et il a coupé les fils de téléphone. La description de l'agresseur de la seconde victime concorde avec celle du crime précédent. Il portait des vêtements de couleur foncée, des gants et une cagoule. Les enquêteurs remarquent une autre similitude. Les deux femmes ont environ 70 ans. Les agresseurs sexuels s'en prennent rarement aux femmes âgées. C'est peut-être seulement parce qu'elles étaient des proies faciles, un peu comme le loup qui choisit le plus faible du troupeau. Elles étaient vulnérables parce qu'elles vivaient seules et n'avaient pas de voisins immédiats. Mais les enquêteurs soulèvent une autre hypothèse. Ils choisissaient peut-être des femmes âgées, comme des pédophiles choisissent des enfants, parce que c'est précisément ce qui les excite. C'était étrange et extrêmement troublant. C'était très inquiétant. On pensait tous à nos mères et à nos grands-mères. Les enquêteurs sont aux trousses d'un prédateur sexuel qui n'hésite pas à faire d'autres innocentes victimes. La violence de ces agressions ne cesse de croître. Le violeur laisse une nouvelle victime de 73 ans ligotée à son lit alors qu'il vole ses objets de valeur. Le fait d'emporter des effets personnels de la victime peut nourrir des fantasmes ultérieurs. Ce sont en quelque sorte des souvenirs qui rappellent à l'agresseur une expérience qu'il souhaite revivre et qui l'excite.
Elle a entendu le violeur s'enfuir en voiture. Elle est sortie et elle a attendu qu'il soit loin. Après s'être assise un moment sur la véranda, elle a marché jusque chez sa fille et son gendre, avec la corde qu'il a ligotée au lit autour de la cheville. Les enquêteurs sont très inquiets, surtout avec ce qu'il a dit à sa dernière victime. Il lui a dit que la prochaine fois, il la tuerait. Les individus qui retirent une satisfaction sexuelle en causant des blessures, en humiliant et en faisant souffrir leurs victimes, ont besoin de plus en plus de violence pour assouvir leurs pulsions sexuelles. Jusqu'où le redoutable prédateur ira-t-il? Son appétit insatiable pour les sévices sexuels le conduira-t-il enfin à commettre une erreur? Les policiers trouvent une tache de sperme sur la chemise de nuit de la troisième victime. Et elle a attendu qu'il soit loin. Après s'être assise un moment sur la véranda, elle a marché jusque chez sa fille et son gendre, avec la corde qu'il a ligotée au lit autour de la cheville. Les enquêteurs sont très inquiets, surtout avec ce qu'il a dit à sa dernière victime. Il lui a dit que la prochaine fois, il la tuerait. Les individus qui retirent une satisfaction sexuelle en causant des blessures, en humiliant et en faisant souffrir leurs victimes, ont besoin de plus en plus de violence pour assouvir leurs pulsions sexuelles. Jusqu'où le redoutable prédateur ira-t-il? Son appétit insatiable pour les sévices sexuels le conduira-t-il enfin à commettre une erreur? Les policiers trouvent une tache de sperme sur la chemise de nuit de la troisième victime. Il s'agit de leur première preuve matérielle dans la chasse aux dangereux prédateurs. Au début des années 80, la seule analyse qu'on pouvait effectuer sur une tache de sperme était une épreuve de groupage sanguin ABO. Voilà qui permet de déterminer le groupe sanguin du violeur. L'échantillon de sperme de la troisième agression confirme que c'est un homme de groupe sanguin O. Dans ce cas-ci, tout ce qu'on pouvait faire, c'était éliminer les suspects de groupe sanguin A, B ou AB. Ce qui laisse tous les hommes de groupe O. Ça représente 40% de la population. C'est impossible d'enquêter sur 40% de la population. Mais le groupe sanguin n'est qu'un élément parmi d'autres pour mener une enquête. Les policiers ont d'autres indices. D'abord, les trois victimes décrivent un homme de même stature. Leur version concorde également sur un autre point. Les victimes ont mentionné que leur agresseur s'exprimait avec un accent, alors on s'est intéressé de plus près aux immigrants. Le sud de Colchester compte beaucoup d'immigrants de différentes origines ethniques européennes qui y vivent depuis plusieurs générations. On s'est dit que c'était peut-être un ouvrier immigrant d'une autre région, parce que les producteurs fermiers embauchent énormément de travailleurs saisonniers pour la récolte. La troisième victime révèle un indice important aux enquêteurs. Son agresseur s'est enfui à bord d'un véhicule au silencieux défectueux et très bruyant. Quand les policiers croisent un véhicule qui répond à cette description, ils s'empressent d'interroger le conducteur. Il remarque immédiatement. Les enquêteurs écoutent attentivement Bayliss. Contre toute attente, il leur parle de son implication dans le tout premier crime qui remonte à 17 ans. Les enquêteurs cachent leur surprise et jouent le jeu. J'ai dit, c'est exactement pour ça qu'on est ici. On fait enquête là-dessus. Évidemment, on faisait semblant de le croire, parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ce qu'il parle de ça. C'est fantastique quand un suspect nous fournit de lui-même des informations qui nous sont utiles. Bayliss leur raconte qu'il a volé la voiture de la dame en compagnie d'un copain qui a violé la victime. And after that, I never saw the guy again. Bayliss révèle le nom de son complice. Who off the lady? Dale Greer.
La première victime avait été violée dans sa chambre. Bayless est monté à l'étage pour prévenir Greyer qu'il avait trouvé les clés de la voiture. Il lui a crié de s'en venir. Il était choqué de voir ce que Greyer faisait subir à cette pauvre femme âgée. Il trouvait ça horrible. And after that, I never saw the guy again. Les profileurs du FBI nous avaient dit que selon eux, lors du tout premier viol, qui ne devait qu'être qu'un vol de voiture, les deux intrus étaient amis. Et qu'après le viol, leurs chemins s'étaient probablement séparés. Stanley Bayless n'est pas le violeur en série, mais il fournit un suspect aux enquêteurs. Après 17 ans d'efforts, ils ont enfin un nom. Monsieur Bayless nous a dit qu'il était sur le lieu du premier viol avec Dale Greyer. On s'est demandé s'il avait commis les autres crimes. Dale Greyer figure également sur la liste des suspects générés par le profilage géographique. Les enquêteurs ne lui ont pas encore demandé de fournir un échantillon de son ADN. En fouillant son passé, on a rapidement constaté qu'il n'aimait pas les policiers et qu'on aurait sûrement du mal à l'approcher, même pour discuter. Dale Greyer ne correspond pas vraiment au profil du criminel recherché. Il est de race noire et ce n'est pas un solitaire mais un homme marié. Dale Greyer venait d'une grande famille établie depuis longtemps dans la région. Une famille respectée. On les connaissait, mais lui-même n'était pas vraiment connu. C'était un gars comme les autres. Il avait une confiance en lui à toute épreuve. Et il gagnait de l'assurance à chaque viol qu'il commettait. Il était de plus en plus convaincu qu'on ne l'attraperait jamais. Il devient si arrogant qu'il laisse même un nouvel indice sur les lieux de son dernier crime. Sa cagoule. Les enquêteurs sont convaincus que ce criminel présomptueux est Dale Greyer. Mais ils n'ont pas de preuves. Ils échafaudent un plan pour le piéger. J'ai réussi à avoir assez d'hommes pour le faire surveiller 24 heures sur 24. Suivre Greyer n'est pas une mince tâche. Il a une maison à Windsor où il vit avec sa femme et ses enfants, et il a une autre maison à Colchester où il habite seul. Ça demandait 2 équipes de surveillance distinctes. Et il fallait que nos hommes se cachent soigneusement. Ils passaient littéralement la nuit tapis dans l'herbe jusqu'à ce que le jour se lève. La consigne était claire. Si Dale Greyer mettait le pied dehors pendant la nuit, les agents devaient l'arrêter. Mais leur opération de surveillance comporte une faille. Le jour, le suspect se rend à son travail d'ouvrier en bâtiment. Comment le surveiller sans se faire repérer? Les policiers ont une idée pour suivre la voiture de Greyer. D'abord, ils trouvent une voiture pratiquement identique à celle du suspect chez un vendeur de voitures d'occasion. Après avoir obtenu un mandat de localisation, ils enlèvent la voiture de Greyer de son entrée. Elle est temporairement remplacée par la voiture d'occasion qui lui est pratiquement identique. On a réussi à mettre la main sur une voiture semblable à la sienne et à la garer dans son entrée. S'il regardait par la fenêtre, il verrait sa voiture sans se douter de rien. Un technicien de la police installe un dispositif de repérage sous la voiture de Dale Greyer. L'opération a duré moins d'1 heure. Aussitôt fait, ils échangent de nouveau les 2 voitures. Les policiers suivent Dale Greyer pas à pas, mais ils n'ont toujours pas d'échantillon de son ADN. Le suspect est d'une extrême vigilance. Après 17 ans d'enquête, la police saura-t-elle enfin se montrer plus rusée que le violeur de Colchester?
Pendant plus de 17 ans, un dangereux violeur devenu meurtrier